Cher professeur Didier Fassin, chers élèves, chers collègues, nous sommes heureux de nous retrouver pour une rencontre et des échanges entre le professeur Didier Fassin, que nous remercions chaleureusement pour son intérêt et sa disponibilité, et les élèves de terminale de la spécialité sciences économiques et sociales du lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges, qui ont lu certains de vos textes ou vous ont écouté. Qu'on nous permette de jeter un coup d'œil rapide sur notre temps, exigeait Nietzsche dans un texte de 1874 sur l'utilité et l'inconvénient de l'histoire pour la vie. C'est la première épigraphe que vous placez en introduction de l'ouvrage collectif que vous avez coordonné sur la société qui vient, qui se proposait de s'interroger sur notre temps pour, dans une certaine mesure, anticiper la société qui vient. Et cela en plein moment critique. Un temps de crise qui se caractérise notamment par un affaiblissement de la démocratie, par le réchauffement climatique, par des exils forcés, par des formes de capitalisme accentuant les inégalités et concentrant les richesses, ou par un traitement des minorités ethno-raciales et religieuses, souvent loin des idéaux de participation à une commune citoyenneté ou humanité, et d'une reconnaissance effective de leur diversité. Nous avons eu à cœur de vous solliciter et de travailler à la préparation de cette rencontre avec les élèves qui vivent pour la plupart non loin de là où vous-même avez grandi, pour de nombreuses raisons. Pour n'en évoquer que deux, d'abord l'importance que vous attachez à la clarté du propos et de l'écriture et au fait de s'adresser à un large public, comme en atteste notamment l'écriture de la bande dessinée parue en 2020, La Force de l'Ordre, qui se présente comme une enquête ethnographique et qui reprenait des éléments d'une enquête réalisée auprès d'une brigade anticriminalité de la région parisienne, qui avait donné l'ouvrage publié en 2011, La Force de l'Ordre, une anthropologie de la police des quartiers. L'importance cruciale, par ailleurs, des sciences sociales pour comprendre le monde et plus précisément les objets d'étude et les problèmes cruciaux auxquels vous vous êtes confrontés seul ou avec des co-auteurs, de la santé publique à l'exil, en passant par la prison, l'aide humanitaire ou le châtiment, et à l'intérêt de proposer aux élèves de vous lire et de vous écouter sur ces sujets pour préparer la matière d'échange avec vous, pour mieux comprendre un certain nombre de questions. Pour penser de manière critique et par temps de crise les questions morales et les enjeux politiques dans les sociétés contemporaines, pour reprendre le titre de votre chaire au Collège de France, il est indispensable de s'efforcer de comprendre les formes de vie, d'inégalité et de violence, préoccupations qui traversent vos travaux. Dans votre premier cours de cette année, sur les formes de la violence, vous évoquiez une trilogie de la face obscure des sociétés contemporaines, qui est aussi une trilogie de l'inégalité des vies. Ces vies, précisez-vous, ce sont celles des exilés, des minorités, des femmes, des catégories populaires, des populations civiles vues comme ennemies, et plus généralement de ceux que l'on construit comme autres, et que l'on réduit à cette altérité en fonction de leur origine, de leur couleur, de leur genre, de leur classe sociale, de leurs actions répréhensibles, de leur position dans un conflit armé. À propos de cette face obscure des sociétés contemporaines, vous expliquez que nous traversons l'un de ces moments sombres de l'histoire au cours desquels la politique se construit sur la peur et l'horizon d'humanité se rétrécit, et qu'il revient aux sciences sociales de s'efforcer de les comprendre et de les donner à comprendre. C'est bien dans ce cadre que s'inscrit l'un de vos derniers livres. Reprenant à votre manière le geste critique de Marc Bloch sur la déroute militaire de l'armée française en 1940, vous tâchez de comprendre, dans Une étrange défaite sur le consentement à l'écrasement de Gaza, une autre déroute, cette fois-ci morale. Non pas tant l'abandon d'une partie de l'humanité, dont la réelle politique internationale a donné mains exemples récents, mais le soutien passif ou actif apporté à sa destruction. Votre essai se veut à la fois une archive du drame local et global, et la liberté d'expression critique du refus du consentement à l'écrasement de Gaza.
À la fin de la leçon inaugurale du jeudi 30 mars 2023, sur les sciences sociales par temps de crise, vous expliquez comment vous avez pensé l'invitation qui vous a été faite de présenter votre candidature au Collège de France. Vous dites « comme la possibilité d'un retour au pays natal », à un moment où, modestement mais résolument, les sciences sociales ont tant à y faire et à dire. Au moment du danger. Danger qui pèse sur les droits des migrants, des minorités, des travailleurs, des citoyens, droits civils, politiques, sociaux, progressivement amputés au nom d'une raison pratique qui élude les questions morales et obscurcit les enjeux politiques des sociétés contemporaines. Pour préparer cet entretien, une partie des élèves a travaillé sur L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale. Vous y expliquez en conclusion que la fonction de la prison n'est pas simplement de sanctionner des délits, mais d'apporter une réponse répressive à la question sociale en la fondant sur un argumentaire moral. En conclusion, vous écrivez qu'en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, l'État punitif est un mode de gouvernement des inégalités. Mais la mise à l'écart de la société vise moins à neutraliser une classe dangereuse en l'excluant physiquement pour longtemps, comme dans le cas des États-Unis. La durée moyenne de détention, précisez-vous, même si elle a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, est un peu inférieure à 1 an, qu'à inculquer à ceux qui la composent l'idée de leur place dans la société. C'est un rappel à l'ordre social, plus encore qu'un rappel à l'ordre moral. Une autre partie des élèves a travaillé sur votre parcours et sur plusieurs de vos objets d'étude. Les inégalités de santé, les épreuves de la frontière, la peine et le châtiment, la police, les réactions à la dévastation de Gaza ou encore la condition de victime. Ce qui a guidé notre démarche, en lien avec des objectifs disciplinaires et scolaires, c'est la volonté de comprendre le monde contemporain et d'exercer la liberté de pensée et d'expression en constituant également à notre niveau une petite archive de cet effort, de cette joyeuse et utile heure de peine. Nous voudrions remercier chaleureusement Céline Padiolo, qui est responsable du pôle médiation scientifique et culturelle, avec qui nous avons préparé le programme de la journée au Collège de France pour les élèves, et Antoine Toraval, coordinateur du campus pour l'innovation des lycées, et grâce à qui nous bénéficions du transport en car et de l'enregistrement de nos échanges, ce qui permettra de les retrouver et d'en faire profiter un plus large public. Bravo aux élèves qui ont préparé l'entretien à travers leurs lectures et leurs questions, ainsi qu'à leurs enseignantes, Constance Mauban et Laurence Poinsard, qui leur enseignent courageusement les sciences économiques et sociales par temps de crise. Je vous souhaite une excellente matinée et des échanges fructueux avec le professeur Didier Fassin, à qui nous adressons à nouveau tous nos remerciements. Bien, je vous remercie beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'avoir cet échange avec vous. Lorsque M. René Liored m'avait contacté il y a déjà pratiquement 2 ans, je crois, j'avais immédiatement accepté le principe parce que je pense que c'est très important dans le travail que nous faisons et en particulier celui que je fais, de pouvoir avoir ces échanges avec des lycéens notamment, ça peut être même plus jeune encore, mais en particulier avec des lycéens qui terminent leur cycle secondaire, qui s'orientent vers différents métiers. Et quels que soient ces métiers, je dirais que les sciences humaines et sociales sont importantes pour les mener à bien, ou les sciences, et dans les sciences humaines et sociales, vous les appelez plutôt sciences économiques et sociales, mais en général, l'économie, quand elle veut bien rester ouverte, fait partie aussi des sciences sociales. Donc, je suis très, très heureux de ces échanges. Je voudrais moi aussi remercier Céline Padiolo et Antoine Toraval pour avoir rendu cette rencontre possible. Et puis surtout, Monsieur Liored et les professeurs qui vous accompagnent, non seulement aujourd'hui, mais qui vous accompagnent dans le travail que
que vous faites dans ce domaine que vous avez, j'imagine, en grande partie choisi, même si parfois on ne choisit pas tout ce qu'on voudrait faire. Ce que je me propose de faire avant d'écouter et de répondre bien sûr à vos questions, c'est de vous dire quelques mots sur mon parcours et puis sur des choses qui me semblent peut-être importantes pour vous par rapport au métier au pluriel d'ailleurs de sciences sociales. Alors, mon itinéraire est un peu particulier puisque j'ai commencé par être médecin, clinicien. J'étais spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses. Je me suis occupé au début de l'épidémie de sida. J'étais très impliqué dans la prise en charge des premiers patients que nous avions en France, qui étaient d'origine très différentes, puisque certains étaient des personnes françaises et d'autres étaient des patients et des patientes africains. Les raisons pour lesquelles j'avais choisi de faire médecine, c'est parce que lorsque j'étais un tout petit peu plus jeune que vous, j'étais en classe de première, je crois, il y a eu, en Asie du Sud, il y a eu une guerre qui était la guerre de libération et d'indépendance de ce qui est devenu le Bangladesh et qui à l'époque était le Pakistan oriental. Le Pakistan avait deux morceaux qui étaient de part et d'autre de l'Inde. Et le Pakistan oriental donc, a voulu constituer son indépendance. Et il y a eu une guerre qui était extraordinairement meurtrière et violente. Toutes les guerres le sont, mais celle-ci était particulièrement. Il y a eu des centaines de milliers de morts, il y a eu des dizaines de milliers de femmes violées et il y a eu des millions de personnes qui se sont exilées en Inde par peur de la répression de l'armée pakistanaise, donc, qui venait du Pakistan occidental. Et cette guerre-là a été la première qui vraiment a donné lieu à une diffusion télévisée. Et à l'époque, c'était les débuts relativement de la télévision. Il y avait, je ne sais plus, 1 ou 2 chaînes en noir et blanc. C'était des gros postes. Rien à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'aux informations du soir, on avait ces images et qui étaient vraiment impressionnantes. Et je me suis dit qu'à l'époque, je ne savais pas trop bien ce que je voulais faire. J'avais envie d'écrire, mais je savais qu'écrivain n'était pas un métier qui allait me permettre de vivre ou de survivre. Et donc, je me suis dit que me rendre utile en faisant de la médecine dans des situations comme celle-là serait une bonne manière de donner un sens au métier que je serais amené à faire. Et donc j'ai fait des études de médecine. Je suis devenu médecin et j'ai un peu oublié tout ça. C'est-à-dire que je suis devenu un médecin hospitalier, clinicien. Et puis un jour, un de mes amis et collègues m'a dit qu'il revenait d'Inde, où il avait été à Calcutta le médecin ce qu'on appelait en anglais « The Home for Dying Destitutes ». En français, on appelait ça le mouroir. Et en fait, c'était simplement, de manière, même si beaucoup de gens y mouraient, c'était surtout un endroit où on soignait des gens qui avaient été ramassés dans la rue et en état de maladie, et on les amenait et on les soignait. Il n'y avait plus de médecins, et donc je suis parti en Inde, et à Calcutta, j'ai travaillé pour soigner ces gens. Il y avait une centaine de personnes qui étaient au quotidien dans ce lieu, et donc j'étais responsable pendant quelques mois de ce lieu. Et ce lieu m'a fait découvrir quelque chose que, comme je pense la plupart d'entre vous, que je ne connaissais pas, ou en tout cas dont je n'avais pas idée, puisque j'avais un peu voyagé, mais surtout en Europe, un tout petit peu aux États-Unis.
Et tout d'un coup, je me suis retrouvé face à deux choses. D'une part, des inégalités sociales comme je n'en avais jamais rencontré, des gens qui vivaient dans des bidonvilles, dans des conditions extrêmement misérables, voire qui étaient sous des tentes dans la rue, il y en avait partout, et voire qui vivaient aussi dans les gares, enfin dormaient sur des parterres dans les gares. Et donc, cette inégalité-là m'a beaucoup frappé, d'autant plus que j'étais amené à soigner ces mêmes personnes. Et la deuxième chose, c'est les différences culturelles qu'il y avait, évidemment. Si vous allez dans un autre pays qui est très différent des pays occidentaux, eh bien vous avez une impression forte de cette différence culturelle. Et que ce soit du côté de la musique, du côté des arts, du côté de la vie quotidienne, de comment est-ce qu'on fait pour vivre dans la rue et en gardant une certaine dignité, une vie familiale, etc. Et donc tout ça m'a donné un intérêt pour ces questions culturelles. Quand je suis rentré d'Inde, je suis parti en Tunisie où j'ai fait mon service national et où j'ai commencé à faire de la santé publique. C'est-à-dire que je faisais de la médecine, je soignais des gens dans un hôpital qui s'appelle la Rabta pour ceux qui connaissent la Tunisie, qui est à Tunis. Et j'ai développé un programme, parce que ça ne me paraissait pas suffisant de soigner des gens, j'ai développé un programme de dépistage et de traitement principalement, des enfants qui étaient souvent en école primaire, voire en école au niveau de collège, et qui souffraient d'une maladie qui était à l'époque la plus mortelle pour les jeunes, qui est une infection, qui est une infection assez banale, qui est devenue moins en France, où on fait une angine, et les germes de l'angine vont donner du rhumatisme articulaire, et le rhumatisme articulaire ensuite va se fixer sur le cœur, et à ce moment-là, on a un cœur qui progressivement se détruit, et si on ne remplace pas les valves cardiaques, ce qui est une opération chirurgicale compliquée, à l'époque en tout cas, qui demandait en général un rapatriement en France, eh bien on meurt à 18 ans, on meurt à 25 ans de cette maladie. Et donc il n'y avait pas de programme de prévention à ce moment-là, et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les écoles, j'ai écouté les chœurs des enfants avec un stéthoscope, et puis tous ceux qui étaient repérés comme malades, on les prenait en charge, on les soignait. Et donc vous voyez la différence entre médecine clinique et santé publique. La médecine clinique, c'est soigner des gens qui vous viennent à l'hôpital parce qu'ils sont malades. La santé publique, là en l'occurrence, c'était un programme de prévention qui allait chercher des enfants qui ne se savaient pas malades la plupart du temps, mais qui avaient un souffle au cœur, et ce souffle au cœur était annonciateur de quelque chose qui pouvait devenir très grave et voire les tuer. Donc j'ai fait ce travail, c'était le début pour moi de la santé publique. Ensuite je l'ai enseigné, je suis rentré en France, je l'ai enseigné, et puis j'étais un petit peu frustré aussi bien par la médecine clinique dont j'avais vu qu'elle consistait à soigner des gens mais ensuite à les remettre dans les conditions dans lesquelles on les avait trouvés, c'était le cas en Inde, et la santé publique qui certes prévenait un certain nombre de complications de ces maladies, mais qui en même temps ne permettait pas de comprendre comment socialement, politiquement, ces choses-là se produisaient, c'est-à-dire ces maladies et ces inégalités se produisaient. Et puis ça m'a donné envie de faire autre chose, non pas d'abandonner complètement dans un premier temps la médecine que j'ai continuée et la santé publique que j'ai poursuivie, mais de découvrir les sciences sociales. Donc j'ai fait un diplôme et un doctorat de sciences sociales et de manière pas très surprenante, je dirais que j'ai travaillé sur les questions de santé et de maladie pour faire une thèse de sciences sociales qui était en anthropologie et que j'ai faite à Dakar et dans sa banlieue, et là aussi, encore pour ceux qui connaissent, principalement à Pikine, mais également en Casamance et dans la vallée du fleuve Sénégal. Et donc c'est comme ça que je suis devenu, disons,
à l'époque un jeune chercheur en sciences sociales, anthropologue et sociologue. Et puis bon, ensuite je suis parti en Équateur où j'ai travaillé sur la question de la santé reproductive. L'Équateur avait un niveau très élevé de mortalité maternelle, c'est-à-dire des femmes qui mouraient pendant leur grossesse ou au moment de l'accouchement ou dans les suites de l'accouchement. Et donc, vous voyez que j'étais encore, tout en travaillant dans les sciences sociales, j'étais encore du côté de la médecine et de la santé. Et puis, progressivement, je m'en suis éloigné, puisque j'ai travaillé ensuite en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai travaillé sur l'épidémie de sida. Mais c'était déjà moins sur la question des malades, encore que j'en ai vu beaucoup, que sur le contexte plus général, et notamment, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être su, disons les théories hétérodoxes qui existaient sur le sida, puisqu'il y avait toute une controverse autour de est-ce que le sida c'est une maladie due à un virus ou est-ce que c'est une maladie liée à la pauvreté, et en fait, bien sûr, c'est les deux à la fois. Mais il y avait cette question et qui renvoyait à l'histoire de l'Afrique du Sud, à l'histoire de la ségrégation raciale, des inégalités et des violences qu'avaient subies les populations qu'on appelle africaines en Afrique du Sud, mais c'est-à-dire les populations noires qui ont été victimes de l'apartheid. Voilà, et puis donc j'ai continué sur ces questions, et puis à un moment donné, je me suis éloigné plus fortement en travaillant sur les questions qu'on appelle morales et politiques. Donc c'est des sujets que vous avez pu traiter dans des cours de philosophie ou de sciences sociales. Et c'est ce qui m'a amené à travailler sur... Alors, d'abord sur l'humanitaire. Donc l'humanitaire, c'est un peu, si vous voulez, le côté positif de la dimension morale, c'est-à-dire c'est aider les autres. Et donc j'ai travaillé sur des organisations humanitaires et leur type d'intervention dans différents pays. J'ai moi-même été vice-président de Médecins sans frontières. Et ensuite, je suis passé en quelque sorte de l'autre côté de la force et je me suis intéressé, disons, à la dimension répressive de ces questions morales et politiques. Et la dimension répressive, ce n'est pas la peine de faire un grand dessin pour voir que c'est la police, la justice et la prison. Et donc, pendant 15 mois, vous l'avez sûrement vu dans la bande dessinée si vous l'avez regardée, pendant 15 mois, j'ai travaillé avec des unités de police et en particulier des brigades anti-criminalité. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans en prison, c'est-à-dire en passant beaucoup de temps dans une maison d'arrêt, une seule. Et même si j'en ai connu bien d'autres après, et donc il y a 2 livres qui en sont sortis, l'un qui s'appelle La force de l'ordre et l'autre qui s'appelle L'ombre du monde. Et au cours des dernières années, et j'en terminerai là sur cet élément de parcours pour vous donner ensuite deux ou trois petites choses, au cours des dernières années, je me suis intéressé d'une part à la question de l'immigration et de ce qu'on appelle les exilés, en passant 5 années, en été et en hiver, dans le Briançonnais, qui est l'un des 2 lieux, dans les Alpes donc, l'un des 2 lieux de passage d'entrée en France de la plupart des personnes qui viennent soit du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie, et principalement, et qui viennent également d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, qui donc par l'Italie franchissent la frontière entre l'Italie et la France. J'en dirai un mot dans un instant. Donc ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « L'exil toujours recommencé, chronique de la frontière ».
Et puis, comme l'a dit M. Lurette tout à l'heure, très récemment, c'est-à-dire à partir du moment où la guerre à Gaza a éclaté, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et pourquoi les gouvernants des pays occidentaux, à commencer par la France, avaient soutenu cette guerre en envoyant des armes, en faisant des missions diplomatiques pour affirmer leur appui au gouvernement et à l'armée israélien. Et donc ça a donné le livre Une étrange défaite sur le consentement à la destruction de Gaza. Je voudrais peut-être juste revenir sur 3 points rapidement. D'abord sur la question de comment est-ce qu'on enquête. Comment est-ce qu'on, quand on fait un travail comme le mien, comment se passe une enquête. Et je prendrai un exemple, puisque vous avez lu dessus, et puis on pourra revenir si vous avez des questions plus spécifiques, celui de l'exil toujours recommencé, donc ce travail de 5 ans à la frontière entre l'Italie et la France, et dans les Alpes. Et donc, je ne vais pas vous donner des éléments très détaillés sur le livre en lui-même, mais sur la manière dont nous avons procédé avec Anne-Claire Defossé, qui est sociologue et avec qui j'ai fait ce travail. C'est un petit peu par hasard que nous avons choisi de travailler à cet endroit. Depuis très longtemps, nous travaillons sur les questions d'immigration et de déplacement des populations. Mais nous avions appris qu'il se passait des choses intéressantes sur cette frontière, à cet endroit-là. D'une part, qu'il y avait des passages qui se faisaient de personnes venant de pays du Sud, et d'autre part, qu'il y avait eu à la fois un développement d'une solidarité très importante, c'est-à-dire des gens qui allaient chercher dans la montagne ceux qui s'étaient perdus et qui les ramenaient en ville et soit les hébergeaient chez eux, soit les hébergeaient dans un foyer qu'on appelle un refuge solidaire. Donc il y avait des dimensions de solidarité qui étaient très intéressantes, et d'autre part une réponse de l'État qui était extrêmement répressive, avec une militarisation de la zone et un passage d'une présence policière à la frontière qui était de 50-60 personnes à 250, avec des gendarmes, des unités militaires de lutte contre le terrorisme, etc. Donc ça nous semblait intéressant d'aller travailler à cet endroit-là, puisqu'il y avait les 3 protagonistes, c'est-à-dire des migrants que nous appelons des exilés, des volontaires qui pouvaient être locaux mais qui pouvaient venir de toute la France, voire au-delà, et des policiers et des gendarmes qui étaient sur le terrain, avec bien sûr une confrontation entre les uns et les autres. Puisque les policiers et les gendarmes étaient censés arrêter et refouler les exilés, alors que les volontaires de la solidarité, au contraire, cherchaient à les secourir et à les héberger, à les aider dans leur parcours. Donc notre activité a consisté... alors vous avez peut-être, si vous avez fait regarder des travaux de ce qu'on appelle l'ethnographie. L'ethnographie, c'est ce que je suis en train de vous décrire, c'est le fait de passer longtemps dans un même endroit pour essayer de comprendre, de connaître la manière dont les gens vivent, dont les gens pensent, dont les gens agissent. Et c'est ce que j'avais fait avec les policiers, c'est ce que j'avais fait avec dans la prison, c'est ce que j'avais fait avant en Afrique du Sud, dans les quartiers, dans les townships et dans les homelands. Donc c'est l'idée d'avoir une présence longue qui permet de comprendre un peu et ensuite de faire comprendre ce qui se passe.
Et donc là, ce que nous avons choisi de faire, donc si vous avez déjà lu sur ces pratiques ethnographiques, on parle souvent d'observation participante. C'est-à-dire que quand on observe un monde dans lequel, que ce soit le monde de la police, le monde de la prison ou le monde de la frontière, quand on observe, eh bien, on devient en quelque sorte un acteur. On devient un acteur, par exemple, quand j'étais avec la police, je savais bien qu'il y avait des choses qui ne feraient pas devant moi. Donc je devenais participant par le simple fait d'être présent, même si je n'intervenais jamais, bien sûr, sur des arrestations, par exemple. Mais ce qu'on a fait dans le cadre de la recherche à la frontière, c'est qu'on a fait donc cette observation participante qui consistait à regarder comment les choses se passaient. Mais on a fait aussi, en quelque sorte, le symétrique, c'est-à-dire une participation observante. Et une participation observante, c'est quelque chose qu'on décrit peu dans les manuels de sciences sociales, mais qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire qu'on devient quelqu'un qui participe. Donc nous, on a participé aux activités de solidarité, parce qu'évidemment, on n'allait pas participer aux activités policières, hein, c'était pas dans notre éthique, je dirais, mais ce n'était pas non plus dans quelque chose qui aurait été autorisé. On n'a pas ce métier. Tandis que la solidarité, c'est des volontaires, donc n'importe qui vous pouvez être volontaire dans des lieux comme celui-là. Et d'ailleurs, on voit des lycéens, on voit des étudiants qui viennent régulièrement aider dans ce refuge. Donc il y a une partie qui concerne l'accueil des gens. Et en plus, comme je suis médecin, je m'occupais aussi de la consultation médicale, c'est-à-dire que les gens qui étaient un peu blessés ou un peu malades, quand ce n'était pas trop grave et que ça ne nécessitait pas l'hôpital, c'était moi qui m'en occupais. Anne-Claire de Fossé s'occupait plutôt de l'accueil et de l'aide pour repartir sur les routes. Et par ailleurs, je faisais des opérations de sauvetage en montagne, disons, qui étaient particulièrement importantes en hiver, quand il neige, qu'il fait très froid, où des gens, parfois des familles entières, pouvaient être perdus dans la montagne avec des bébés, etc. Et donc on essayait d'arriver avant les policiers ou les gendarmes pour aider ces personnes et les redescendre dans la vallée, pour les amener à l'hôpital s'ils avaient besoin, ou les ramener dans le refuge. Donc vous voyez que là, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on est partie prenante de ce qui se passe, et en même temps, ça permet de comprendre des choses. Par exemple, vis-à-vis de la police, j'avais essayé de faire quelques entretiens avec des policiers. C'est extrêmement difficile, parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas l'autorisation, et même les chefs, il a fallu que je monte jusqu'au niveau du cabinet du ministre de l'Intérieur pour que finalement je puisse avoir des échanges avec des hauts responsables. Donc ça, c'est quand on fait des entretiens, on a ce qu'on appelle en journalisme des interviews, mais là, c'est des entretiens. Mais en revanche, en ayant été plusieurs fois stoppé, en quelque sorte, pour vérification d'identité quand j'étais dans la montagne, et surtout pour avoir été arrêté moi-même et avoir eu une audition qu'on dit libre, et qui ne l'est pas tant que ça. Et donc, j'ai été amené à entrer dans les lieux de la police, à être moi-même auditionné, à être menacé de procès, à voir comment les policiers... Donc, si vous voulez, cette participation observante a pris du sens. C'est-à-dire que j'ai beaucoup mieux connu le travail des policiers en étant dans cette situation que je n'aurais été simplement en leur posant des questions auxquelles ils ne voulaient pas répondre de toute façon. Donc voilà le travail que nous avons fait. Et donc ce travail, il associe à la fois, bien sûr, une tentative de compréhension de ce que sont les activités des volontaires, avec beaucoup d'entretiens qu'on a fait, on en a fait une centaine, des activités, enfin du parcours des exilés,
c'est-à-dire leur demander de raconter un peu, c'est pour ceux qui le voulaient, ceux qui n'étaient pas trop fatigués, ceux qui avaient envie de le faire, raconter un peu, pas forcément toute leur histoire, mais raconter une partie de leur histoire depuis le moment où ils ont quitté leur pays jusqu'au moment où ils arrivent à la frontière italo-française. Donc les volontaires, les exilés, et puis donc la police. Et si vous voulez, du coup, on a là tous les protagonistes, toutes les personnes qui sont sur cette frontière, les exilés, les volontaires et les forces de l'ordre. Donc voilà une manière de travailler. Alors ensuite, deuxième question, comment est-ce qu'on écrit ? Alors il y a plein de façons d'écrire des travaux de sciences sociales, et vous avez sûrement lu des travaux très théoriques de sciences sociales, des auteurs peut-être du côté de la philosophie ou du côté de la sociologie, du côté de l'économie. C'est des travaux qui sont très théoriques, relativement abstraits, mais très importants bien sûr pour donner des concepts, etc. Lorsqu'on fait de l'ethnographie, on a la possibilité de raconter des choses et de décrire des choses. Donc raconter, c'est par exemple raconter des vies de personnes exilées. Mais c'est raconter aussi des scènes dans lesquelles des interactions se font entre des policiers et des exilés. Et puis c'est décrire, c'est-à-dire décrire la manière dont les choses se passent, dont des interactions se font entre des personnes, etc. Et ça ouvre cette possibilité d'écrire autrement. Et d'écrire autrement, pour moi, ça a signifié au moins 3 ou 4 choses. La première, c'était, si vous avez même jeté simplement un coup d'œil sur le livre « L'ombre du monde » ou sur le livre « La force de l'ordre », ce sont les 2 premiers livres que j'ai vraiment écrits de cette façon, c'est-à-dire en décrivant et en racontant. Alors on peut dire, mais où est la théorie là-dedans ? Eh bien pour moi, la théorie, elle est infiltrée, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un long passage de 2-3 chapitres au début, vous dites donnant quelles sont les théories qu'on va utiliser, mais on peut les glisser au fur et à mesure, et donc ça rend la lecture plus facile et donc plus accessible à beaucoup. Deuxième technique qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la bande dessinée. Lorsqu'on m'a proposé de faire une bande dessinée, j'ai vu qui était le dessinateur. J'ai beaucoup aimé le type de... J'aime bien la bande dessinée. Je l'ai surtout beaucoup aimé il y a quelques années. Et donc, j'ai regardé quelle était sa technique de dessin. Il y a beaucoup de bandes dessinées que je ne trouve pas très, très bien dessinées. Mais là, je trouvais que c'était assez rare et que ça allait bien permettre de développer un autre outil. Quelles sont les exigences que j'avais vis-à-vis de ce travail ? Eh bien, alors d'abord, il y a une exigence qui est celle de la bande dessinée. La bande dessinée, entre un livre qui fait 350 pages, je pense, et puis une bande dessinée qui en fait 100, eh bien, il y a une grande différence de volume. Donc, on est obligé de sélectionner des choses. Pour vous donner une idée, les 5 premières pages du livre écrit correspondent à, je pense, une quinzaine de pages, une douzaine de pages de la bande dessinée. Donc, si j'avais voulu être exhaustif, c'est-à-dire raconter tout en bande dessinée, ça aurait fait un volume de 1000 pages peut-être, ou 500 pages. Et donc, évidemment, personne ne l'aurait lu et personne ne l'aurait acheté. Donc, il faut réduire. Et il faut aussi beaucoup réduire le texte. Parce que quand on lit une bande dessinée, on ne veut pas avoir des énormes placards de textes qui racontent, qui disent ce qu'on est censé savoir. Donc, il faut trouver un moyen de transformer les scènes en les traduisant en dessin. Et moi, je préparais les dessins, c'est-à-dire je ne suis pas du tout un bon dessinateur, mais je préparais ce qu'allait être le contenu de chaque case. Donc, il doit y avoir à peu près 600-700 cases. Et j'ai préparé ces 600 à 700 cases. Ce qui est un gros travail. Et j'avais donné 2 exigences
ceux avec qui je travaillais. La première, c'était de dire, il faut que tout soit vrai. Là, il fallait que tout soit vrai, tout soit, en tout cas, ce que j'avais, moi, observé. Donc, première chose. Et deuxième chose, il fallait qu'on puisse avoir, pas simplement des petites histoires, des petites interactions comme ça, qui se passent plus ou moins bien entre des policiers et des habitants de quartiers populaires, principalement des jeunes, et principalement des jeunes racisés. Et donc, j'ai dit qu'il fallait qu'on arrive à comprendre l'histoire qu'il y a derrière, l'histoire politique, l'histoire sociale, de façon à ce que ce ne soit pas juste des anecdotes, mais qu'on comprenne comment les policiers sont formés, pourquoi ils vont dans ces quartiers, les plus jeunes vont dans ces quartiers-là, etc. Puis le troisième élément, je resterai là, c'est un film. Vous avez peut-être vu ou entendu dire que j'avais écrit un livre sur la mort d'un homme de la communauté des gens du voyage qui a été tué par l'unité d'élite de la gendarmerie, le GIGN, alors qu'il se cachait et qu'il était sans défense. Et donc j'ai écrit un livre là-dessus, et il y a un film qui est en préparation actuellement autour du livre. Donc vous voyez, ce sont des moyens d'explorer des alternatives, des alternatives à l'écriture simplement de livres. Et donc, tout à fait pour terminer, juste un mot encore qui prolonge un peu ce que je viens de dire là, c'est que l'idée, pour moi, c'est de réfléchir à des façons d'engager les recherches de sciences sociales vers des publics divers, des publics de gens qui se disent que jamais ils liraient un livre de sciences sociales, mais ils peuvent aller lire une bande dessinée, mais ils peuvent regarder un film, ou bien ils peuvent lire un livre court comme celui qui était évoqué tout à l'heure, le livre sur Gaza, dont beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils en avaient acheté 5, 10, voire plus, pour donner à leur famille, donner à leurs amis. Et du coup, comme vous voyez, un livre prend une autre dimension. On peut toujours faire un cadeau à quelqu'un d'un livre qu'on a trouvé intéressant, mais quand les gens en achètent 10 pour les distribuer, ça devient un acte politique. Ça devient un acte politique, ça devient une manière de s'opposer au discours dominant qui, justement, veut faire taire les critiques, et non seulement veut les faire taire, mais sanctionne ceux qui veulent critiquer le soutien à cette guerre. Nous avons travaillé sur le thème des frontières. Alors, dans le livre que vous avez coécrit avec Anne-Claire Defossé, L'exil toujours recommencé, chronique de la frontière, vous reconstituez après 5 années de recherche à la frontière entre l'Italie et la France, dans les Alpes, le périple d'exilés en l'inscrivant dans le contexte géopolitique des bouleversements du monde. Dans le chapitre 7, intitulé « La mort en ce vallon », un passage très éclairant sur la situation des personnes lors de leur exil et des contraintes et violences auxquelles elles sont confrontées nous a marqués. Il y est question des infravies, auxquels les exilés sont condamnés par les sociétés qu'ils traversent au cours de leur périple et dans lesquels ils se voient immobilisés par la force des choses. Vous évoquez les lieux où l'on observe et où l'on expérimente ces infravies. Je cite : « On les trouve dans les geôles libyennes, où les détenus sont enfermés jusqu'à ce qu'ils payent leur rançon, aussi bien que dans les usines bosniaques, désaffectées où se réfugient les rescapés de la violence des polices croates. Dans le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos, aussi bien que sur les trottoirs derrière la gare de Termini à Rome. Dans les forêts limitrophes de la Hongrie, aussi bien que dans les terrains vagues du Calaisis. Et si l'on élargit la perspective, dans les centres extraterritoriaux de demandeurs d'asile de l'Australie, aussi bien que dans les camps mexicains de migrants le long de la frontière des États-Unis. » Et vous concluez, ce sont des espaces d'indignité contrainte, de violence potentielle, de droits bafoués.
Les mois et les années que durent les périples des exilés les confrontent à cette expérience seule, en couple ou en famille. Vous avez conduit votre recherche dans le Briançonnais et à Briançon même, ville française à proximité de la frontière italienne, également route privilégiée par les exilés, où ces derniers sont régulièrement aidés par des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge. Nous avons l'impression que les itinéraires des exilés peuvent parfois être différents. Placement en centre de rétention ou accueil informel ou dans un refuge, expulsion ou admission sur le territoire, interception par les forces de l'ordre ou non. Comment s'explique la hiérarchisation des valeurs des vies humaines des exilés selon leur origine ou d'autres facteurs? Comment se fait le partage entre ceux qui peuvent rester et ceux qui doivent repartir? Bien, merci beaucoup. C'est un point très, très important et une question très, 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 très juste. Alors la première chose, c'est que comme vous voyez, nous on a travaillé sur une frontière. Mais comme on a parlé, eu des conversations, des entretiens avec 90 à peu près exilés, sans compter toutes les conversations informelles qu'on avait à table, dans les couloirs, etc., eh bien, on a pu reconstituer quelque chose de leur histoire et de leur parcours. Hein. Et donc, on utilise l'idée que la frontière, pour nous, est un prisme qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé avant. Alors, bien sûr, ça repose sur les récits des gens. On n'a pas été dans les geôles libyennes, on n'a pas été dans les déserts mexicains et on n'a pas passé du temps dans les usines désaffectées de Bosnie. Mais on a ces histoires et on les a croisées avec des rapports, avec d'abord plusieurs histoires qui racontaient les mêmes choses, donc, et avec aussi des rapports qui sont faits par des organisations internationales et qui permettent donc de valider en quelque sorte ce qui nous est dit. Alors, ce qui est frappant et ce que la plupart des gens ne connaissent pas, et notamment ne connaissent pas quand ils ont ces idées soit xénophobes ouvertement, soit simplement de considérer qu'il y a trop de migrants en France ou dans d'autres pays européens. Ce dont ils n'ont aucune idée, c'est pourquoi les gens sont partis et comment ils ont les conditions qui ont été celles de leur trajet. Comment ils sont partis, pourquoi ils sont partis? Eh bien, très souvent, c'est des histoires de guerre, de persécution, pour des raisons religieuses, ethniques, etc. Et parfois de grande pauvreté également. Et comment ils ont voyagé? Eh bien, un trajet qui, si vous le faites en avion, dure 8 heures, eh bien, eux, ils le font en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pourquoi c'est si long? Parce qu'ils sont obligés de s'arrêter par moment pour travailler, pour gagner un peu d'argent, parce qu'ils sont arrêtés, ils vont en prison, ils sont mis dans un camp, etc., ce que vous venez de raconter. Alors, ce qu'on a essayé de rendre, c'est cette violence à laquelle ils sont confrontés et qui relève d'une forme de déshumanisation. Hein, la manière dont les gens sont traités, quand par exemple les autorités et la police du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie renvoient des gens dans le désert sans eau et sans alimentation par des températures de plus de 50 degrés, en les lâchant loin du premier village, eh bien, ce sont des activités qu'on peut dire criminelles, puisque ce sont des activités qui vont condamner à mort les plus faibles, souvent des femmes, des enfants, et beaucoup meurent, et dont on n'a d'ailleurs pas la trace parce qu'il n'y a pas d'enquête sur le désert. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, comment se fait cette hiérarchisation qui s'opère? Eh bien, il y a une très profonde inégalité dans la manière dont on conçoit les questions d'immigration, c'est-à-dire que si
si on vient des États-Unis, si on vient de Norvège, si on vient d'Australie, eh bien, on aura des conditions assez faciles pour venir en France. Mais si on vient d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, eh bien, ce sera plus compliqué. Ce sera plus compliqué pour des raisons qui sont des raisons en partie raciales. Hein, c'est-à-dire que quand vous passez la frontière, par exemple, moi, quand je passe cette frontière, hein, que je sois à pied ou en voiture, celle sur laquelle nous avons travaillé, eh bien, je ne me fais pas arrêter. Hein, on passe et on nous fait « allez-y ». S'il y a une personne noire dans la voiture, hein, ou si la personne d'origine africaine, par exemple, traverse à pied, immédiatement, elle se fait arrêter, vérifier et renvoyer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une dimension raciale, c'est-à-dire sur l'apparence physique, hein, qui entre en jeu. Et cette dimension raciale, elle a une histoire coloniale. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui sont amenés à venir, à s'exiler du côté de la France. Tout ça est pris dans une histoire coloniale. Donc, il y a cette double dimension, raciale et coloniale, qui est en jeu. Il peut y avoir dans certains cas également la dimension religieuse. Et autant les Ukrainiens ont été bienvenus en France étant blancs et chrétiens, autant les Afghans ou les Nigérians eh bien, sont souvent rejetés et, pour des raisons qui sont raciales et religieuses. Et dans le cas, un cas qui est très évocateur, c'est le cas de la Bosnie et de la Croatie, hein, que vous avez cité. La Bosnie est un pays avec une forte population musulmane. D'une manière générale, les gens du Moyen-Orient sont relativement bien, c'est-à-dire qui viennent je l'ai dit tout à l'heure, d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie, etc., sont relativement bien accueillis dans ce pays. Hein. Ça ne veut pas dire que parfois on ne les arrête pas, etc. Mais, et les habitants vont les aider, par exemple, quand ils sont enfermés parce qu'ils ne peuvent plus passer, ils sont épuisés, etc., dans ces lieux abandonnés dans lesquels ils viennent leur préparer des repas, ils leur apportent des repas. Quand on va en Croatie, qui est presque exclusivement chrétienne et qui a une histoire, disons, d'hostilité aux musulmans, eh bien, on voit que, premièrement, la police est d'une extrême violence, et qu'en tuant, y compris en condamnant des gens à mourir, et d'autre part, que les habitants, au lieu d'aider, dénoncent. Donc quand ils voient des gens sur la route, ils les dénoncent à la police pour qu'ils se fassent arrêter, qu'ils se fassent renvoyer. Donc vous voyez que la dimension religieuse, là, elle joue aussi. Donc dans cette hiérarchisation, il y a des dimensions raciales, des dimensions religieuses, des dimensions économiques aussi, bien sûr, et les plus pauvres sont plus facilement rejetés que les plus riches. Dans votre livre « L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale », dans le premier chapitre, vous parlez de la surpopulation des prisons françaises. Et vous avez notamment évoqué le fait que le taux d'enfermement dans les prisons dépend de plusieurs facteurs, et notamment du contexte politique du pays. Ma question est la suivante, c'est de savoir comment le contexte politique du pays, donc en l'occurrence à la France, peut-il impacter l'identité des personnes qui sont enfermées? La France a une situation assez particulière à cet égard, parce que à peu près tous les pays européens ont eu dans les années 80, 90 et même début des années 2000, ont eu une politique de plus en plus répressive en enfermant de plus en plus les gens. Et puis à partir de la fin des années 2000 et début des années 2010, on a vu un déclin se faire, c'est-à-dire que la plupart des pays ont commencé à avoir un peu moins de gens en prison par différents moyens, notamment en trouvant des peines alternatives, c'est-à-dire par exemple des travaux d'intérêt général ou bien le bracelet électronique, etc. Donc moins de gens en prison.
Et la France, au début des années 2020, était le seul pays européen qui continuait à battre des records de nombre de personnes enfermées presque tous les mois. Et si vous écoutez les informations, si vous lisez les journaux, eh bien, vous verrez que ça a été le cas pratiquement tous les derniers mois. On bat des records sans arrêt. Aujourd'hui, on a 83 000 personnes en prison. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on dit 83 000 personnes en prison et que vous entendez, comme c'était hier, je crois, dans les nouvelles, 133% de personnes d'occupation, hein, ce 133% ne veut rien dire. Pourquoi il ne veut rien dire? Parce qu'il y a deux types de prisons en France, et d'autres endroits également. Il y a ce qu'on appelle des maisons d'arrêt ou des quartiers maisons d'arrêt, c'est-à-dire là où sont enfermées des personnes qui soit sont en attente de leur procès, soit ont été condamnées à des faibles peines. Des peines de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à 2 ans, en principe. Donc ça, ce sont les maisons d'arrêt. Et ce qu'on appelle les centres de détention, ce sont des établissements pénitentiaires qui sont pour des longues peines, pour des gens qui vont faire plus de 2 ans, en principe. Dans ces derniers, eh bien, il y a une personne par cellule. Et la presque totalité ont soit du travail, soit un stage, soit une formation, disons, scolaire. Donc ils ont tous une activité, ce qui est une bonne chose, évidemment. Mais ce qui veut dire que dans les maisons d'arrêt, on n'est pas à 133%, mais on est à 160%, en réalité. Et même quand on dit 160%, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des cellules qui ne peuvent pas être occupées parce qu'elles sont repeintes, ou parce qu'il y a des problèmes dedans. Il y a quelques personnes qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent pas être avec d'autres, donc on les met seuls. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans les prisons de la métropole, parce que c'est bien pire encore dans les territoires ultramarins, où là, on est pratiquement toujours à au moins 3 personnes par cellule pour une personne. Mais dans les établissements, dans les maisons d'arrêt françaises de métropole, eh bien, on a dans des cellules qui sont de 9 mètres carrés, donc qui sont des cellules pour une personne, hein, qui sont vraiment petites, hein, où il y a tout. Il y a un petit coin lavabo, des toilettes, le lit, l'armoire, la table, voilà, la chaise, voilà, c'est ça. Et donc, ces cellules aujourd'hui sont pratiquement toutes doublées. Doublées, ça veut dire qu'on met des lits superposés, mais ça veut dire aussi que l'armoire va être partagée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité pour aller aux toilettes, etc., surtout que la porte est souvent défoncée. Bon. Et même, c'est souvent triplé. Triplé, ça veut dire 2 personnes sur des lits superposés et un matelas par terre. Donc on ne peut plus se déplacer dans 9 mètres carrés quand vous avez tout ça. Donc ça, c'est les conditions aujourd'hui dans les maisons d'arrêt. Avec un ministre, vous l'avez entendu, puisque hier il a envoyé une lettre au juge en demandant plus de sévérité. Plus de sévérité, suppression des peines de prison avec sursis qui datent de la fin du 19e siècle, l'invention de la peine avec sursis, ce qui permet de motiver les gens pour ne pas recommencer si possible. Hein, ben là, on supprimerait les peines de prison avec sursis, ce serait de la prison ferme. Mais il y aurait aussi des probations, comme il y a aux États-Unis, et aux États-Unis où je vis une bonne partie du temps, les probations, c'est la première cause d'enfermement. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de faire un petit écart à la mesure de probation et vous êtes enfermé. Et c'est ce que dit c'est ce qu'a dit le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est que si vous faites une faute, eh bien, vous allez de la probation à l'enfermement. Et donc, qu'est-ce que ça peut être, cette faute ? Eh bien, ça peut être que vous avez un bracelet électronique et que vous êtes
vous avez un périmètre, vous n'avez pas le droit de sortir du département, par exemple, vous n'avez pas le droit de sortir de la ville dans laquelle vous êtes, et puis vous êtes allé voir, soit parce que vous n'y avez plus pensé, soit parce que vous pensez qu'on ne vous attraperait pas, vous êtes allé voir un ami, un oncle qui est un petit peu en dehors de ce territoire. Vous avez donc failli au protocole qui était le vôtre, et donc on va vous mettre en prison. Donc aujourd'hui, la France est sur un modèle répressif, qui est un modèle punitif, un modèle où on enferme de plus en plus, au moment où les autres pays, alors pas tous, parce que maintenant, je disais au début des années 2020, mais aujourd'hui il y a aussi l'Italie, il y a tous les pays qui sont passés à l'extrême droite, hein, eh bien, sont des pays qui ont recommencé à augmenter leur population carcérale. Donc c'est le cas, je le disais, notamment de l'Italie. Alors il faut savoir que, contrairement à ce qui est dit, entre autres par le garde des Sceaux, mettre en prison, ça n'empêche pas la récidive, ça l'augmente. Toutes les études qui ont été faites dans le monde montrent que, alors je ne parle pas pour quelqu'un qui a tué 5 personnes et qui va faire une peine de 15 ans en prison. Ça, mais il y a finalement très peu de meurtriers, d'assassins sur l'ensemble des gens qui sont en prison. La grande majorité des gens qui sont en prison, c'est des gens qui ont des peines très courtes. Qui ont des peines très courtes parce qu'ils ont volé un téléphone, parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils ont répondu à un policier et que ça devient une outrage et rébellion, ou parce qu'ils ont roulé après avoir perdu les points de leur permis, etc. Donc ce sont ces gens-là qui vont prendre des peines courtes de prison, mais des peines courtes de prison qui vont leur faire perdre leur travail en général, ou leur contrat s'ils sont des privés, des gens qui ont une activité privée, et qui va les mettre hors circuit et donc va favoriser la récidive, d'autant plus qu'ils auront pu connaître en prison des gens qui étaient un peu plus durs qu'eux et avec lesquels ils auront noué des liens. Donc, aujourd'hui, si on se disait, vous savez, dans les théories, dans les théories philosophiques du châtiment, il y a deux grands types de théories. Il y a des théories qu'on appelle rétributives et des théories qu'on appelle conséquentialistes. Et les théories rétributives ou rétributivistes, elles disent quelqu'un qui a commis un délit, il faut le punir. Parce qu'il a commis un délit, parce qu'il a violé la loi, il faut le punir, quels que soient les erreurs. Et les théories conséquentialistes, c'est des théories qui s'occupent de la société et qui disent qu'est-ce qui est le mieux pour la société. On voit qu'aujourd'hui, quand on dit il faut punir les gens pour les punir, eh bien, on est dans une politique rétributiviste, c'est-à-dire de punir juste pour punir, avec comme conséquence que la sécurité pour l'ensemble de la société sera moins bonne. Mais on ne s'en préoccupe pas. Vous voyez la différence entre conséquentialiste et rétributiviste. Et dernier élément que je veux ajouter, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que dans ce durcissement des lois et des pratiques à la fois policières et judiciaires, eh bien, depuis des années, pas juste en ce moment, depuis des années, eh bien, on a eu tendance à protéger de plus en plus, à épargner de plus en plus les catégories les plus aisées pour tout ce qui est délinquance économique et financière, et qu'en même temps, on a aggravé les peines pour les petits délits qui correspondent, disons, principalement à des jeunes de quartiers populaires, de ce qu'on appelle parfois des cités d'habitat social, etc. Donc, en fait, cette politique répressive est aussi une politique inégalitaire qui fait que celles et ceux, mais c'est surtout ceux, c'est beaucoup masculin, qu'on enferme, c'est les personnes des quartiers les plus modestes. Lorsque nous avons lu la BD dessinée La force de l'ordre, une enquête ethnographique, nous avons constaté que les policiers vous parlaient en toute transparence par rapport à leurs opinions et à leurs ressentis. Comment l'expliquez-vous ?
Pensez-vous qu'il existe un lien entre la façon dont il s'adressait à vous, dû au fait de votre identité, comme le fait que vous soyez un homme blanc, médecin ou chercheur? C'est une question qui est très, très intéressante parce que, effectivement, quand on fait une recherche, eh ben, on est qui on est. Hein. On est qui on est, et donc on est, comme vous l'avez dit, dans mon cas, un homme blanc qui n'est plus très jeune, et donc ce qui peut avoir un effet rassurant par rapport, eh bien, je suis professeur aussi, donc tout ça joue en ma faveur, notamment pour le fait que le commissaire qui était en charge de cette circonscription de sécurité publique où j'ai travaillé, donc c'est le commissariat si vous voulez, hein, a pu être convaincu par tous ces éléments. Je ne peux pas dire ce qu'auraient été les choses si j'avais été une femme, si j'avais été une personne de couleur, si je n'avais pas eu de titre universitaire. Je ne peux pas dire ce que ça aurait été. Alors je connais des femmes qui ont fait des travaux sur la police, hein, tout à fait remarquables, en sortant avec les policiers, etc. Femmes blanches. Hein. Donc vous avez raison de dire que les conditions peuvent être... alors, ce n'est pas un obstacle forcément absolu, hein, la question de la couleur, la question du genre, la question des diplômes, mais en tout cas, ça peut donner plus de facilité ou pas. Mais après, donc vous avez tout à fait raison sur insister sur l'importance de prendre en compte, de ne pas prendre pour argent comptant. Évidemment, quand on est quelqu'un qui a une expérience de discrimination, on ne prend pas pour argent comptant la question raciale. Mais quand on est une personne blanche, eh bien, on prend pour argent comptant le privilège racial qu'on a. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on trouve que c'est normal, les choses sont comme ça, et on oublie qu'en étant qui on est, on a des avantages que vous évoquiez. Après ça, il y a un deuxième élément qui est un élément qui a à voir avec l'enquête, hein, et la manière dont on se comporte dans une enquête. Comme vous l'avez compris du parcours que j'ai indiqué tout à l'heure, j'ai fait pas mal d'années de recherche, et de recherche en étant au plus près des gens, hein, en allant dans des townships, en allant dans des communautés indiennes équatoriennes, en allant en travaillant avec des policiers ou des prisonniers, etc. Et donc j'ai pris une certaine habitude d'une manière d'être avec les gens. Hein. Et j'avais pas spécialement de sympathie pour les pratiques des policiers ou pour leurs discours, qui étaient souvent racistes. Beaucoup de ceux avec lesquels j'ai travaillé, pas tous, mais beaucoup de ceux avec qui j'ai travaillé étaient des personnes qui manifestaient leur soutien pour le Rassemblement national. Elles le faisaient discrètement, mais j'entendais quand même leurs discussions. À un moment, certains de mes collègues ont dit bah « oui, mais tu as travaillé dans un endroit qui est bien particulier, des gens qui étaient proches du Rassemblement national. » Et puis quelques temps après, il y a eu une enquête des enquêtes qui ont été faites sur pour qui votent les policiers. Et on s'est rendu compte que dans 54% des cas, les policiers votent pour le Rassemblement national, au premier tour. Le deuxième tour, c'est différent, mais enfin, c'est encore plus, bien sûr, mais disons au premier tour, c'est-à-dire 3,5 fois plus que la population générale. Donc quand vous entendez dire que vous entendez très souvent, est-ce qu'un haut responsable de la police ou un syndicaliste de la police, on parle de racisme dans la police, il dit bien sûr il y a du racisme dans la police, mais il y en a comme dans toute la société. Peut-être pas tout à fait, parce que quand on vote pour plus de la moitié qu'on vote pour le Rassemblement national, ça veut dire quand même qu'on a certaines, pas forcément dire qu'on est raciste, mais en tout cas on a une certaine sensibilité à l'égard de la question des questions de xénophobie, de positionnement xénophobe et de positionnement raciste. Ou en tout cas que ça ne gêne pas pour voter pour eux. Et même ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les policiers, disons, de base, c'est 67% qui votent pour la Rassemblement. C'est-à-dire que moi j'aimais utiliser cette image dans notre livre, c'est qu'une personne d'origine immigrée
un exilé qui franchit la frontière et qui est arrêté par des policiers. Il a 2 chances sur 3 que ce policier vote pour un parti raciste et xénophobe. Vous voyez ce que ça représente du point de vue de la relation qui se fait. Alors, j'en viens plus directement à l'aspect enquête par rapport à votre question. C'est que quand je suis avec la police, quand je suis avec des prisonniers, quand je suis avec des gardiens, des surveillants de prison, eh bien, j'essaye d'être le plus discret possible, de discuter avec les gens, mais pas de mon travail, mais de discuter des choses dont ils discutent. Ça peut être, je ne sais pas quoi, d'un film qu'ils ont vu, ou un petit peu du travail qu'ils font. Mais donc je gagne progressivement leur confiance et ils se manifestent un peu plus. Alors, je gagne leur confiance dans une certaine limite, c'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas assisté en direct à des actes violents de la police. Ils ne m'ont pas invité lorsqu'il y avait des pots et que certains s'alcoolisaient. Eh bien, ils ne m'invitaient pas. Donc il y a des choses auxquelles qui m'étaient rendues invisibles. Hein. Et donc, je ne prétends pas que ce que j'ai fait reflète exactement le travail de la police. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire ce que la police m'a montré de leurs pratiques, et si vous avez lu le livre, vous avez vu que ces pratiques peuvent être extrêmement problématiques d'un point de vue de démocratie et de respect de la dignité des gens. Eh bien, le fait qu'ils le fassent devant moi montrait que pour eux, ça n'était pas un problème. Et donc, c'était encore plus intéressant dans une certaine mesure. Ça ne m'aurait pas spécialement intéressé de voir des gens qui se faisaient... qui prenaient des coups. Alors, c'est arrivé quelques fois, mais c'était derrière des portes fermées et je n'étais pas amené à entrer. Mais au fond, ce qui était intéressant, c'était ce qui m'était montré. Mais parce que, je vous dis, par exemple, quand j'étais en prison, très souvent, il y a eu des scènes qui se sont passées où il y avait des bagarres ou bien des altercations très dures entre des surveillants et des prisonniers. Et après, les gens me disaient on avait même oublié que vous étiez là. Moi, j'étais là. J'étais discret, je me mettais un petit peu en retrait. Et donc, je voyais toutes ces choses. Et ça, c'est un peu une pratique. Jamais je n'ai fait de commentaire aux policiers en leur disant je trouve que ce que vous venez de dire là, c'est un propos raciste. Au cours de votre enquête, en partageant pendant près de 2 ans le quotidien d'une brigade anticriminalité de la région parisienne, vous avez été confronté à des violences ou à des injustices. Avez-vous ressenti des difficultés à rester neutre? Comment avez-vous fait pour distinguer votre rôle de sociologue et d'anthropologue et votre sensibilité personnelle face à des possibles cas moraux? Alors, les cas moraux, évidemment, ils existent. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été exposé à quelqu'un qui serait torturé, par exemple. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi si ça avait été le cas. Je ne sais pas si je serais intervenu, si je serais intervenu directement, si je serais allé voir les supérieurs après en disant « j'ai assisté à cette scène de torture ». Disons qu'il y a d'une part une forme de déontologie de la pratique de sociologue qui est par exemple, de ne pas aller rapporter. Si quelqu'un me dit quelque chose, si un policier me dit quelque chose, je ne vais pas aller voir son supérieur pour lui dire « il m'a dit ça ». Parce que ça n'est pas correct vis-à-vis de la confiance que la personne a mise en moi, même si je trouve que ce qu'elle m'a dit, par exemple, est raciste. Mais en même temps, donc ça c'est la question, disons, déontologique, c'est-à-dire dans le métier, comment est-ce qu'on essaie de se comporter? On essaie de se comporter correctement avec les personnes qui acceptent de vous écouter, d'être avec vous. Parce qu'ils ne sont pas obligés, et donc il faut ce minimum de respect pour les personnes, pour les policiers, même si on est en désaccord avec leurs pratiques. Maintenant, il y a malgré tout, toutes ces situations-là, par moments, je trouvais ça d'une grande injustice, d'une forme d'irrespect des personnes, etc. Ça me gênait beaucoup.
J'en prenais des notes dès que je rentrais chez moi, parce que je ne pouvais pas prendre des notes devant les policiers. Donc j'écrivais en rentrant chez moi. C'était souvent la nuit, donc j'écrivais au petit matin. Et en fait, je me suis dit la chose suivante, c'est que ce qui pouvait être important, ce n'était pas ce que j'allais dire aux policiers, quand même vous auriez pu vous comporter plus gentiment avec cette personne, ou bien aller voir un supérieur en disant, écoutez, là vraiment je trouve que c'est pas possible, moi je ne peux pas supporter ça. Ça aurait fait quoi? Ça m'aurait soulagé moi. Ce qui me paraissait important, c'est que je me disais, voilà, j'ai une responsabilité comme chercheur. Quelle est cette responsabilité? En fait, il y en a plusieurs. J'ai une responsabilité par rapport à mon institution. Mon institution m'emploie. J'ai une responsabilité par rapport à ma discipline. Je suis un chercheur, je dois être honnête dans ce que je fais. Mais j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis des gens avec lesquels je travaille, donc là, en l'occurrence, des policiers. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et donc, je dois respecter qui ils sont, même si je suis en désaccord avec eux. Mais j'ai une responsabilité que moi, je place au-dessus des autres. C'est une responsabilité par rapport à la société. Par rapport à la société, et notamment par rapport à ceux qui, dans la société, sont discriminés, sont dominés, sont victimes d'inégalités, etc. Et donc, je me suis dit que si... à l'époque, il n'y avait pas de livre qui portait sur le travail des policiers au quotidien et dans leur interaction avec les quartiers populaires. Je me suis dit, si j'arrive à faire ce travail va peut-être donner des éléments aussi bien à des avocats qui défendent des plaignants qui ont été battus par des policiers, que des associations de quartier, des jeunes, notamment des associations de jeunes qui veulent lutter contre les violences policières, que des gens du public général qui vont se rendre compte de comment la police traite les personnes. Et je me suis dit, ça c'est beaucoup plus important. C'est plus important et si j'arrive à faire ça, eh bien, j'aurais fait quelque chose qui peut être un peu utile. Et quand mon livre est sorti, j'ai dit que c'était le premier de ce genre, il y en a eu quelques-uns depuis, enfin en France. Et le livre, pendant un mois, était dans les journaux, on en a parlé à la radio, on a parlé à la télévision, et il y a même eu un dossier complet de Libération, c'est-à-dire la pleine première page, qui s'appelait Les forces du désordre. Mon livre s'appelle La force de l'ordre, s'appelait Les forces du désordre. Pleine première page que sur ce sujet-là, et les 4 pages suivantes qui étaient sur le livre, sur des entretiens avec des syndicats de policiers, un entretien avec moi, etc. Et je me dis, voilà, là on en parle, et on parle de ces choses, et donc c'est ça qui pour moi était plus important que mes dilemmes moraux. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est vraiment que les dilemmes moraux, ils sont compliqués. Parce que je ne voulais pas être simplement dans la dénonciation des policiers, et je ne voulais surtout pas cacher les choses que j'avais vues. Alors, pas être dans la dénonciation des policiers, c'est une chose qui permet de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire la différence entre un travail critique et critiquer. Critiquer, ça veut dire on dit qu'on n'est pas d'accord, on dénonce, on condamne, etc. Ça, n'importe qui peut le faire. Mais faire un travail critique, c'est autre chose. Faire un travail critique, ça va être, par rapport aux violences policières ou au racisme policier, ça va être 2 choses. Ça va être premièrement de dire, mais tous ne sont pas comme ça. Il y a des policiers qui se comportaient, que j'ai vu se comporter bien avec des jeunes, même des jeunes un peu insolents. Et donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors pourquoi, dans ce que j'ai pu à peu près comprendre, mais ça ne veut pas dire que j'en fais une théorie, ce que j'ai pu un peu comprendre, c'est que les policiers qui, quand ils étaient enfants et adolescents, avaient vécu dans des quartiers populaires, des quartiers de grande mixité d'origine, eh bien, ils avaient une toute autre attitude. Pour eux, il n'y avait pas les Arabes et les Noirs qui étaient dangereux. On leur parle, parce on parle des... Dans la police, on dit les sauvages, par exemple. Il y a pire. On dit la jungle pour dire les quartiers populaires. Bon. Donc, il y avait cette idée que
que certains, parce qu'ils avaient eu cette expérience, eh bien, ils avaient des copains qui étaient policiers ou quand ils étaient sur le terrain, ils voyaient des jeunes qui étaient de quartiers populaires. Eh bien, pour eux, ça ne leur faisait pas peur, ça n'inspirait pas de forme de racisme ou d'agressivité. Mais voilà, c'était comme des jeunes avec lesquels ils jouaient au foot quand ils étaient enfants. C'est ce qu'ils me disaient, hein. Donc, première chose, tous les policiers ne sont pas les mêmes. C'est pas une Mais deuxième chose, les policiers individuellement, ils sont d'autant plus agressifs, ils sont d'autant plus racistes, ils sont d'autant plus violents que leur institution les protège et que le discours politique les soutient. Hein. Quand vous avez, comme c'est le cas en ce moment, mais comme ça a été le cas à plusieurs reprises, quand vous avez des ministres de l'Intérieur qui tiennent des discours qui sont des discours de stigmatisation des quartiers populaires et qui disent qu'on défendra les policiers, quand vous avez une institution policière qui donne des médailles aux policiers qui ont été accusés de violence lors de manifestations ou dans des quartiers populaires, et que ce sont eux qu'on récompense. Hein, de la Brave M, vous savez, sur les petites motos, que ce soit dans les quartiers, que ce soit... eh bien, quand vous découvrez que cette institution-là va leur donner des prix et des médailles, y compris en n'en donnant pas aux autres de leur unité qui n'ont pas été violents. Vous vous dites que là, c'est l'institution qui protège, ce sont les politiques qui produisent cette possibilité de violence. Hein. Et donc, alors, il fut un temps, jusqu'au début des années 2000, où on voyait des différences assez importantes, aussi bien dans le travail des policiers que dans le travail des juges et dans le nombre de personnes en prison, selon que ce soit la gauche au pouvoir ou la droite. Je veux dire qu'à partir de 2012, il n'y avait plus de différence. Enfin, très peu de différence. Pas plus de différence, mais très peu de différence. Mais en tout cas, on voit quand même que le discours politique et le poids de l'institution sont très importants. Donc vous voyez que ça veut dire que vous n'êtes pas simplement en train de dénoncer un comportement d'un policier ou de 5 policiers, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, mais que vous êtes en train de dire, mais regardez l'institution et la politique qui permet cela. Merci.